Salam alaikum tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va poursuivre les valvulopathies aortiques. La vidéo précédente, on a parlé du rétrécissement aortique. Dans cette vidéo, on va aborder l'insuffisance aortique. Alors par définition, l'insuffisance aortique, c'est un problème de régurgitation. Il va y avoir cette régurgitation du sang de l'aorte vers le VG par perte d'étanchéité de la sigmoïde aortique et c'est un problème qui se passe pendant la diastole. Pourquoi la diastole? Parce que à l'état physiologique, la valve aortique, il faut qu'elle soit ouverte pendant la systole et fermée pendant la diastole. Donc pour plusieurs raisons, on va les citer tout de suite dans les étiologies, on aura un défaut d'étanchéité, la valve ne sera plus fermée correctement pendant la diastole et du coup le VG il va recevoir le volume habituel qui provient de l'oreillette gauche pendant la diastole, mais également un petit volume qui va provenir de l'aorte à cause du reflux. Voilà. Alors, quelles sont les étiologies qui vont être à l'origine de cette valvulopathie? Alors, la première cause, qui reste la cause la plus fréquente dans les pays en voie de développement, notamment d'autres pays, c'est le rhumatisme articulaire aigu, et qui est souvent responsable des polyvalvulopathies, et non pas une seule. C'est-à-dire, si on a le rhumatisme articulaire aigu, il va toucher plusieurs valves, et non pas une seule. Voilà. Et Tianic, il peut donner une maladie aortique, c'est-à-dire association rétrécissement aortique avec insuffisance aortique. En deuxième position, on a l'endocardite infectieuse, qui donnera plutôt une insuffisance aortique aiguë, à cause de des mutilations, des végétations, absédations, ruptures, donc vraiment des lésions typiques de l'endocardite infectieuse. Également, en ce qui concerne les insuffisances aortiques, on va dire aiguës, on a tout d'abord, on a dit l'endocardite infectieuse, on a également la dissection aortique. La dissection aortique également, elle est responsable d'une insuffisance aortique aiguë. D'autres causes, on a les dystrophies de l'aorte ascendante. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors ce sont des pathologies qui vont toucher surtout le tissu conjonctif, telles que la maladie de Marfan, d'Ehlers-Danlos, annulo-ectasiante. Et donc les pathologies, elles vont provoquer une dilatation de l'aorte ascendante avec constitution d'un anévrisme. Et par la suite, elles vont bien sûr dilater l'anneau et du coup on aura cette insuffisance aortique. Donc voilà, rhumatisme articulaire aigu. Également, on a les dystrophies, les maladies du tissu conjonctif qui vont dilater l'aorte ascendante avec donc fragilisation de la sigmoïde aortique, Marfan, d'Ehlers-Danlos, et maladie annulo-ectasiante, d'accord. En ce qui concerne les causes donc qui vont être à l'origine d'une insuffisance aortique aiguë, on a tout d'abord l'endocardite infectieuse avec les lésions de mutilation, également la dissection aortique et qui est très grave en fait, la dissection aortique. Voilà, elle fait partie des cas d'urgence majeure en cardiologie. Et on a également les causes traumatiques, le traumatisme thoracique, un traumatisme thoracique qui pourra être à l'origine des insertions ou la rupture d'une queue, voilà, de la valve aortique. Des causes inflammatoires, des pathologies inflammatoires, notamment les aortites. Voilà, donc on a la spondylarthrite ankylosante, la SPA. On a également la syphilis, la maladie de Crohn, maladie de Behçet, Takayasu, Kawasaki. Donc quand même, c'est des pathologies qui vont toucher provoquer une inflammation au niveau de la paroi endothéliale. Voilà. Également, on a donc des causes qui peuvent être iatrogènes. Iatrogènes, méthylène, lorsqu'on fait un cathétérisme. Lorsqu'on fait un cathétérisme artériel, on pourra perforer la valve et provoquer une insuffisance aortique aiguë. Voilà, donc c'est en général que toutes les étiologies qui peuvent être à l'origine de cette valvulopathie, rhumatisme articulaire aigu, dystrophie de l'aorte ascendante avec dilatation, constitution d'un anévrisme. On a également la bicuspidie aortique qui est une maladie, malformation congénitale, voilà. Et également on a les causes aiguës. Endocardite infectieuse, dissection, traumatisme, iatrogène. On a les maladies inflammatoires, la SPA, maladie de Crohn, Behçet, Takayasu, Kawasaki, la syphilis, voilà, qui va être associée à une coronarite ostiale. L'hypertension artérielle aussi, elle peut être à l'origine, voilà. Alors, sur le plan physiopathologique, où tout d'abord, il faut savoir que l'insuffisance aortique, elle est responsable d'une surcharge de volume.
Voilà. Et donc, comment le VG, il va donc réagir à cette surcharge? Tout d'abord, le VG, donc on est en diastole. Normalement, voilà, il y a le volume qui est toujours systématique du VG qui provient de l'oreillette gauche, le volume de remplissage. Mais également, on a dit, on a une régurgitation, c'est-à-dire un volume en plus. Voilà, le VG, comment est-ce qu'il va se comporter? Bien évidemment, au début, il va compenser, il doit s'adapter. Il doit s'adapter dans le but de garder et de maintenir le débit cardiaque suffisant pour tous les tissus. Au début, dans un premier lieu, le VG il va se dilater. Mais cette dilatation, et selon la loi de Starling, la dilatation, elle va augmenter la contraction du VG. Il faut qu'il se contracte plus parce qu'il va faire le volume. Voilà, volume زيادة عن اللزوم. Donc, augmentation de l'éjection ventriculaire pour maintenir le débit cardiaque. Mais, qu'est-ce qu'on dit? Donc, d'abord, on a une dilatation. Cette dilatation, elle va donner, donc par la suite, une hypertrophie. Voilà, elle va entraîner une hypertrophie parce qu'on a une augmentation de la force de contraction. Mais à un stade très avancé, en fait, c'est toujours la dilatation qui va prendre le dessus et donc on aura l'insuffisance ventriculaire gauche et si il n'y a pas eu de prise en charge adéquate et à temps. Voilà. En ce qui concerne l'aorte, en aval, là on a parlé du VG, mais au niveau de l'aorte, qu'est-ce qu'il va se passer? Alors, au niveau de l'aorte, on aura surtout une pression artérielle différentielle qui est élargie, très élargie. Pourquoi? Parce que pendant la diastole, il y a une régurgitation. La différence, c'est pression artérielle systolique moins la pression artérielle diastolique. C'est une différence. La pression artérielle systolique, elle est normale, elle est augmentée même. Pourquoi? Parce qu'on a dit qu'il y a beaucoup de volume et le VG, il va augmenter sa force de contraction, donc il va éjecter beaucoup. Et donc la pression artérielle systolique, elle va être importante. Alors que la pression artérielle diastolique, le contraire, à l'inverse, à cause de la régurgitation, elle va diminuer, elle va chuter. Du coup, si on fait la différence, on va la trouver élargie, avec des signes périphériques, donc les signes d'hyperpulsatilité. On va les citer tout de suite également. Et donc voilà. Pour plusieurs raisons, les étiologies qu'on a déjà citées, on aura la dilatation de l'aorte ascendante. Voilà, on les a citées, les causes, donc notamment les maladies du tissu conjonctif. Voilà, ils peuvent donner une dilatation de l'aorte ascendante. Donc voilà, pour faire simple, le VG, dans un premier lieu, il va se dilater pour recevoir beaucoup de volume, mais selon la loi de Starling, la dilatation le VG, elle va augmenter la contraction TAO. Tout à fait normal, pour compenser. Il augmente sa force de contraction, il va s'hypertrophier un petit peu pour maintenir le débit cardiaque. Mais à un stade très évolué, bien sûr, il va donc lâcher, il va y avoir la décompensation, donc la contractilité du VG finit par diminuer avec une baisse du débit cardiaque, avec augmentation de la pression télédiastolique du VG, et par la suite également donc transmission de cette hyperpression avec hyperpression pulmonaire à l'origine d'un tableau d'insuffisance cardiaque gauche. Et c'est ce qui est voilà, traduit par une dyspnée. D'accord. En ce qui concerne l'aorte, bien évidemment, on a une chute de la pression artérielle diastolique, différentielle élargie, avec également donc une dilatation de l'aorte ascendante. Alors, VG dilaté. Alors, lorsque le VG il se dilate, on aura également les artères coronaires qui vont se dilater. Et du coup, on aura une hypoperfusion coronaire, et même à cause du reflux diastolique. C'est-à-dire, à cause du reflux... quand est-ce que se fait la perfusion coronaire? Eh bien, la perfusion coronaire, elle a lieu pendant la diastole. Et si on a une altération de la diastole et de la pression artérielle diastolique, on aura une hypoperfusion coronaire à l'origine par la suite d'un angor. Sur le plan fonctionnel, donc l'insuffisance aortique, si elle est bien compensée et si elle est chronique, elle reste asymptomatique. Elle peut rester plusieurs années asymptomatique. Mais lorsqu'elle est très importante et elle devient sévère, là on aura les symptômes.
notamment l'angor. On a dit angor à cause de l'hypoperfusion coronaire. On aura dyspnée à cause de l'insuffisance cardiaque gauche avec hyperpression pulmonaire, congestion. Également, on peut avoir des lipothymies, des vertiges, des palpitations à cause de certains troubles du rythme parce qu'on a donc une altération de la structure. Alors sur le plan clinique, à l'examen physique, tout d'abord l'inspection, on peut avoir un sujet qui est marfant. Ça peut nous orienter. Si on voit un patient qui est hyper long, il est longiligne, des membres très très longs, ça peut nous orienter vers une pathologie du tissu conjonctif, notamment le marfan. Ensuite à la palpation, alors on aura un frémissement qui traduit l'existence d'un souffle, avec également un choc de pointe étalé. On dit qu'il est en dôme de barre et il est dévié à gauche vers la ligne axillaire si le VG il est très dilaté. Et on va le palper au niveau du 6e voire 7e espace intercostal. Voilà. À l'auscultation, bien évidemment, tout d'abord on a le souffle d'insuffisance aortique qui est holodiastolique, mais accentué en protodiastole. Il est situé au niveau du bord gauche du sternum, c'est ce qu'on appelle le foyer d'herbe. Voilà. Alors ce souffle-là, il est doux, humé, aspiratif. Il est comme ça. Et il est très important, en fait l'intensité TO n'est pas très importante, mais elle augmente en position assise, penchée en avant et en expiration forcée. Voilà, si on veut examiner le foyer aortique, on met le patient en position assise, penchée en avant et en expiration forcée. Là, ça peut nous aider pour mieux entendre le souffle. Alors, on a une note. On dit que l'importance de la fuite aortique n'est pas en relation avec l'intensité. Le souffle intense ou la méchée intense, c'est pas ça qui va dire que la fuite est importante. C'est plutôt la durée. C'est la durée importante. Là, on peut dire que vraiment, on a une IAO massive. Diminution, voire abolition complète des bruits du cœur, le B1 et le B2. Alors on peut également entendre certains souffles qui témoignent d'une IAO massive, notamment le souffle systolique du rétrécissement aortique fonctionnel, parce qu'on a un hyperdébit. Lorsque le VG il éjecte le volume qui est très important, il va produire un souffle systolique. Voilà, comme si c'était un rétrécissement aortique, mais fonctionnel, à cause de l'hyperdébit. Voilà, seulement. On a également un roulement. Pourquoi on a un roulement? Le roulement, normalement, ça traduit un rétrécissement mitral. Et est-ce qu'on a vraiment un rétrécissement mitral? Non, c'est un rétrécissement mitral qui est fonctionnel. C'est juste un roulement fonctionnel. Pourquoi? Donc, on a un roulement pré-systolique de Flint et on a un roulement proto-diastolique de Foster, à Nezouch. Alors, le roulement pré-systolique de Flint, il est en rapport à un rétrécissement mitral fonctionnel et à cause du refoulement de la valve mitrale par le volume régurgité. Voilà. Et le roulement de Foster, c'est également la même chose. En fait, c'est le roulement de Foster, c'est la rencontre du flux à l'insuffisance aortique, le volume qui est en train d'être régurgité, et le flux de remplissage rapide. Voilà. Ça traduit une insuffisance mitrale, enfin aortique, importante. Les roulements. Enfin, on dit un souffle systolique du rétrécissement aortique fonctionnel à cause de l'hyperdébit et un souffle un roulement qui traduit le refoulement de la valve mitrale avec le volume régurgité. D'accord. Alors, les signes périphériques. Les signes périphériques sont surtout fréquents et présents lorsqu'on a une insuffisance aortique chronique massive. Alors, ce sont des signes d'hyperpulsatilité à cause de la pression artérielle différentielle très élargie. Donc voilà, effectivement, on a d'abord un élargissement de la pression artérielle différentielle, voilà. Les signes qu'on aura d'hyperpulsatilité artérielle, tout d'abord on a le signe de Musset, qu'on va trouver au niveau du cou et de la tête, où on a des secousses rythmiques et synchrones au battement du cœur. Voilà. On a en deuxième position l'épus pupillaire de Landolfi. Alors, ça traduit quoi? Donc en fait, on aura une alternance de myosis en systole et mydriase en diastole. Myosis, c'est une diminution du diamètre de la pupille pendant la systole et une mydriase, dilatation de la pupille pendant la diastole. On aura également le pouls bondissant de Corrigan, également le pouls de Kuijk. Alors le pouls de Kuijk, c'est un pouls capillaire où il y a une alternance blancheur, rougeur au niveau des angles. Voilà, technique pendant systole, diastole, technique, ça alterne, rougeur et pâleur. Donc
La rougeur, elle est en systole et la pâleur, elle est en diastole. Qu'on va objectiver au niveau des ongles. On aura des secousses au croisement des jambes également. Lorsqu'on ausculte les artères, notamment l'artère fémorale, on aura deux bruits. On aura deux bruits très importants. On a le double temps de Traube. Le double temps de Traube, c'est un bruit systolique et bruit diastolique lorsqu'on ausculte l'artère fémorale. Pendant la systole, on aura un bruit. Pendant la diastole, on aura un bruit également. Un deuxième bruit. Le double souffle de Durodgana, on a des souffles. Voilà, double souffle de Durosier, c'est un souffle systolique et diastolique, ténique, lorsqu'on appuie avec le stéthoscope au niveau de l'artère fémorale. Donc, récapitulatif. D'abord, donc les signes d'hyperpulsatilité qui traduisent une insuffisance aortique massive sévère. D'abord, on a l'élargissement de la différentielle. Les signes d'hyperpulsatilité artérielle, on a le signe de Musset qui traduit qui se traduit par des secousses rythmiques de la tête et du cou pendant la systole et pendant la diastole. Également, on a donc l'épus pupillaire de Landolfi, donc alternance myosis-mydriase, et on a le pouls bondissant de Corrigan, on a le pouls de Cuny qu'on va voir au niveau des ongles, alternance rougeur-pâleur. On a des secousses au croisement des jambes. On a également la danse des carotides, c'est l'augmentation de la pulsatilité des carotides. Voilà, on va la voir à l'inspection seulement. En ce qui concerne l'auscultation des artères, donc on aura le double ton de Traube et le double souffle de Durosier. Voilà. Sur le plan électrique, on a bien sûr une HVG diastolique, voilà, une hypertrophie ventriculaire gauche de type diastolique. Au niveau de la dérivation V5, V6, ce sera donc une onde Q, une petite onde Q, et des ondes T qui sont positives et voilà, amples. Voilà, ça c'est au niveau du V5, V6 avec l'indice de Sokolov supérieur ou égal à 35 voilà, millimètres. Alors, chiméronéthénique, on aura une petite hypertrophie, on va dire, à cause de cette compensation et selon la loi de Starling, on habilite d'abord la dilatation, mais cette dilatation va augmenter la force de contraction à l'origine par la suite d'une hypertrophie du ventricule gauche. Du coup, on peut avoir une surcharge ténique et des signes de surcharge systolique. C'est l'onde T qui est négative. Également au niveau des dérivations V5, V6, toujours. Mais sans onde de Q au niveau du complexe. Voilà. Alors, sur la radiographie thoracique, on aura une cardiomégalie, index cardiothoracique supérieur à 0,5, à cause de la dilatation du VG, les hachoufoura par l'arc inférieur gauche, il compte dilaté, avec une pointe sous-diaphragmatique plongeante. On aura également la dilatation de l'arc ascendante, c'est-à-dire l'arc supérieur droit qui va être convexe, notamment dans les maladies du tissu conjonctif, Marfan, des lèvres d'un l'os, annulo-ectasiante, voilà, de Gadille. Très bien. Ensuite, à l'échocardiographie, c'est l'examen qui va poser le diagnostic encore une fois. Ça va nous permettre d'abord de poser le diagnostic positif. Donc il a plusieurs intérêts. Hein. Donc il faut bien les garder. On aura donc on pourra objectiver l'étiologie à l'origine de cette valvulopathie, le retentissement et calcul de la FEVG pour apprécier le pronostic, la sévérité et d'autres anomalies associées. Voilà. Alors, si on peut citer quelques complications de cette valvulopathie, on a tout d'abord la complication commune à toutes les valvulopathies, c'est l'insuffisance cardiaque, qui est d'abord gauche et puis elle peut devenir même globale par la suite. L'endocardite infectieuse, c'est pour cela qu'il faut la prévenir par la prophylaxie de l'endocardite infectieuse. On a des troubles du rythme également. Voilà, qui peuvent être vraiment très très graves, surtout les troubles du rythme ventriculaire et qui seront à l'origine d'une mort subite. Voilà, donc une FV c'est très grave. Donc voilà. Alors, comment prendre en charge une insuffisance aortique? Tout d'abord, le traitement médical. On a bien évidemment les règles hygiéno-diététiques. Diminuer un petit peu les activités physiques, voilà, restriction des efforts physiques avec un régime désodé, voilà. Également, donc, prophylaxie de l'endocardite infectieuse, prophylaxie du rhumatisme articulaire aigu, voilà. Et donc, en ce qui concerne les médicaments, on a les IEC qu'on va donner pour qui vont être alors, contre le remodelage du VG, voilà, donc ils ont un intérêt pronostic.
Avec donc bien sûr, ils vont diminuer les résistances artérielles systémiques, ce qui est très intéressant pour la symptomatologie. Ensuite, on a les diurétiques. Les diurétiques, on va les donner pour la congestion, surtout si le patient il vient avec une insuffisance aortique compliquée, voilà, donc des signes de congestion tout simplement. Alors, en ce qui concerne la digoxine, il faut se méfier. C'est vrai, on peut l'utiliser pour ralentir une FA, lorsqu'on a une fibrillation auriculaire, mais il faut se méfier parce que lorsque le patient il présente une maladie aortique, dans certains cas, on a une maladie aortique. Yani, maladie aortique, c'est-à-dire association, rétrécissement aortique, avec une insuffisance aortique. D'accord? Si le patient il a un rétrécissement aortique, c'est contre-indiqué. Là, le VG, il est hypertrophié. Il faut faire attention. Il ne faut pas donner un inotrope positif. Il va aggraver les choses. Donc, la digoxine, on ne va pas vraiment parler de ça. D'accord. Mais c'est vrai, c'est utilisé pour ralentir la fibrillation auriculaire. On peut donner avec des bêta-bloquants pour un domaine effet intéressant. C'est pour ralentir la dilatation de l'aorte, surtout dans les maladies du tissu conjonctif, le Marfan la bicuspidie, etc. Donc c'est tout ce qui concerne le traitement médicamenteux. Et il ne faut pas oublier aussi, lorsqu'on a une fibrillation auriculaire, les anticoagulants pour prévenir les accidents thromboemboliques. Alors, en ce qui concerne le traitement chirurgical, le traitement curatif, ce sera un traitement chirurgical avec un remplacement. Il n'y a pas de conservation ici. Voilà, donc en ce qui concerne la valve aortique, c'est pas comme la valve mitrale, il n'y a pas de conservation. Voilà, on va remplacer par une prothèse mécanique avec des AVK à vie ou là une prothèse biologique. Ça dépendra du patient, ça dépendra de son âge, s'il peut supporter les anticoagulants à vie. Donc voilà. Et malgré que la prothèse biologique, elle a une durée de vie plus diminuée, restreinte que la prothèse mécanique. Alors, dans certains cas, bon, on peut dire qu'on a fini, mais on a deux interventions assez intéressantes qui concernent ce cours aussi. Alors, lorsqu'on a une dilatation de l'aorte, il faut la traiter pour prévenir l'anévrisme, la rupture, etc. On a ce qu'on appelle l'intervention de Bentall. L'intervention de Bentall, ça veut dire quoi? On va en fait remplacer la valve aortique lorsqu'on a une insuffisance aortique sévère avec dilatation de l'aorte ascendante. On va remplacer les deux. On va remplacer l'aorte ascendante, la partie ascendante de l'aorte, avec technique une prothèse valvulaire. Voilà, on change la valve elle-même. Et on fait voilà, on change les deux. C'est ce qu'on appelle l'intervention de Bentall. Mais lorsqu'on a, donc une deuxième intervention, lorsqu'on a une insuffisance aortique plutôt minime, voire modérée, avec une dilatation de l'aorte, encore une fois, on va remplacer. Mais cette fois-ci, on va remplacer seulement l'aorte ascendante. Et la valve aortique, on va la laisser, on va la garder parce qu'elle est bien. On va la préserver. Et c'est ce qu'on appelle l'intervention de Yacoub. Donc, Bentall, on va remplacer les deux, l'aorte ascendante et la valve aortique. Yacoub, on va seulement remplacer, voilà, on va seulement remplacer, alors pardon, c'est 2C. Donc, on va seulement remplacer l'aorte ascendante pour prévenir tout ce qui est complications, anévrisme, voilà, à cause des maladies du tissu conjonctif. Donc là, on a fait le tour de l'insuffisance aortique. J'espère avoir été clair. Inch'Allah, si vous trouvez n'importe quelle erreur, veuillez m'excuser et me corriger dans les commentaires. Alors, je vous dis merci pour votre attention et je vous souhaite un très bon courage.